la fin de cette émission, je ne compterai aucune menterie parce que j'oserai pas. Après une carrière de policier à la Sûreté du Québec où il a développé les techniques dont il nous parle, il est devenu professeur à l'École nationale, à l'université. Il est devenu auteur. Jacques Landry, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous, votre monde policier, c'était les menteries. Exactement. Vous avez été l'instigateur, le grand développeur des techniques d'interrogatoire et de polygraphe. C'est exact. OK. Quand vous interrogez un suspect, ou que vous enseignez maintenant à des jeunes policiers à le faire, quelle est la partie du pif du policier et la partie mécanique qu'on peut montrer? Là, vous avez mis votre équipement sur 2-3 de nos techniciens avant l'entrevue. Là. Quel est le pourcentage entre l'humain et le mécanique? Le pourcentage humain, je vous dirais qu'aujourd'hui, même si la mécanique est très sophistiquée et fonctionne très bien, je vous dirais que le pourcentage humain est de 90 %. Oui. La plus grande chose que chacun des enquêteurs doit avoir, c'est le respect de l'être humain. Quand on respecte quelqu'un, ça veut dire qu'il nous intéresse. S'il nous intéresse, on porte attention et surtout, on l'écoute. On l'écoute de toutes les façons. On dit chez nous, en tout cas, qu'il y a 4 grands moyens de communication. Un, c'est la parole. Mais celui-là, on n'a plus de problème parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec celui-là. On peut mentir, on peut tricher, on peut manipuler. Il y en a un deuxième, le non-verbal, ce qui nous transmet par ses agissements, les intonations de voix, sa façon de dire les choses. Il y a également le plus grand moyen de communication, comme on disait, c'est l'écoute. Mais écouter les besoins de l'autre au moment où on le rencontre. Pas nos besoins, pas ce qu'on a besoin de remplir, pas les formulaires, pas les petites formules, là. Écoutez ce que l'être humain a vécu au moment où... D'où il vient, lui. Exactement. C'est qui, ce bonhomme-là? Oui. Moi, je dis tout le temps qu'avant d'être un criminel, il vit dans notre société, c'est un être humain. Il a peut-être vécu un côté familial, social ou économique difficile. Je ne sais pas lequel, mais des fois, c'est une contribution des trois. Et si je suis capable de cibler son facteur de motivation, je le comprends. Et je suis capable de le comprendre, je vais le partager avec lui. Moi, ce que je veux de lui, c'est qu'il le partage avec moi. Et ça, en plus, ce qui est important, puis dans cette nouvelle approche-là, c'est qu'une fois qu'on comprend le facteur de motivation, c'est difficile à venir contredire parce que ça vient appuyer la théorie de la réalité du geste. Et ça, c'est sans contredit l'élément clé. Et c'est ça que cette nouvelle approche-là a fait, c'est qu'on s'intéresse à l'être humain au travers sur le facteur de motivation. J'ai jamais compris pourquoi un vrai criminel pouvait être assez idiot pour parler à un policier. Ouais. Ils sont... il me semble, je dirais, ferme ta gueule, si t'as de quoi à cacher. Ils finissent toujours par jaser. Exactement. Vous avez raison, mais il faut comprendre l'être humain. L'être humain aime parler. On est dans un monde où l'être humain aime s'expliquer, sans toutefois toujours dire la vérité. Oui. L'être humain aime... des liens. L'être humain a besoin de socialiser, l'être humain a besoin de justifier, puis il a besoin surtout de partager. N'oubliez pas que celui qu'on rencontre qui a commis un délit ou autre, là, qu'on doute qu'il a commis un délit, lui, il veut partager, il veut rationaliser un petit peu ce qu'il a fait. En fin de compte, son sac à dos, depuis qu'il a posé le geste, là, il est pesant. Lui, il veut qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui vient lui dire, moi, si je suis capable de t'écouter, moi, prendre un petit peu de poids dans ton sac, là, on va le transporter avec toi, jusque à l'intérieur du processus. C'est ce que notre processus fait aussi. Mais lui, il est censé savoir que vous allez l'amener en prison, que c'est de même savoir. Ça peut pas bien finir, son histoire. Vous avez raison, mais sa crainte, il l'a depuis le début. Puis là, à un moment donné, cette crainte-là, de toute façon, si au moins je suis capable de la partager. Un exemple, quelqu'un décide de plaider coupable, c'est quand quelque part il se dit « Oh, je suis tanné de tout ça. Hein? » Mais quand on le rencontre, nous, ce qu'on veut lui dire, je pense qu'il serait temps que tu dises la réalité de ce qui s'est vraiment passé, et c'est ça qu'on veut partager avec lui. Un de vos anciens collègues de la Sûreté du Québec qui s'occupe des limiers, les chiens, oui, est venu nous raconter comment il choisit un jeune chien pour en faire un bon policier. Vous, dans votre science d'enquêteur, quand vous trouvez un jeune enquêteur pour savoir s'il va être bon, lui, il cherche un chien qui veut toujours jouer. Vous cherchez quel genre de jeune Québécois pour en faire un bon policier? Encore une fois, ça revient à la base, le grand sens humain. Une approche, une sensibilité, puis un individu qui est capable d'être empathique avec l'autre, puis qui va comprendre qu'il ne cherche pas juste à fermer un dossier, à remplir des cases ou à prendre des notes. Ça, on laisse ça de côté. Est-ce qu'il est capable de s'asseoir avec quelqu'un puis partager, que ce soit les douleurs, que ce soit le beau côté de l'individu, mais être capable de partager ça avec lui. Et ça, on le voit, là, c'est avec justement la formation qui est assez exhaustive à l'École nationale maintenant, sur cette phase-là.
Ils ont des sessions pratiques avec comédiens, des simulations avec des vrais dossiers. Ce n'est pas des choses inventées. Et on voit ce sens humain-là, puis on voit cette sensibilité-là à l'autre. Quand on voit ça, on sait que cette personne-là, cet enquêteur-là, va faire un bon bout de chemin. Vous avez tourné la page sur votre carrière de policier, mais on reste toujours policier. Vous êtes maintenant un professeur de policier, un auteur. Vous avez publié en collaboration avec des équipes des livres sur les techniques d'enquête. Oui. Et vous êtes considéré comme un des meilleurs spécialistes du polygraphe au Canada. Un des spécialistes, oui, Jacques. Au bout de tout ça, le monde entier est rempli de menteurs. Vous devez... Quand vous regardez la télévision, vous devez être mort de rire. Souvent, c'est le cas. Vous les voyez mentir, vous? Assez rapidement. Mais encore une fois, c'est une perception. Hein? Détecter le mensonge, c'est... Souvent, les personnes disent « j'ai une intuition, j'ai un feeling », on peut prendre ce terme-là. Mais ça se concrétise assez rapidement. Mais le bon côté au niveau de l'enquête, c'est que en discutant avec quelqu'un, en allant chercher des points de validation, de corroboration, on est capable d'appuyer notre décision. Parce qu'oubliez pas que les tribunaux ne nous demandent pas de juste avoir un feeling. Hein? Un feeling, à cause, le tribunal va nous dire « Monsieur, on vous remercie. Oui. » Ça ne sert à rien. Oui. Il faut être capable de concrétiser ce fameux feeling-là. La seule façon de le faire, c'est le contact avec l'être humain. Nos jours, je regarde nos jeunes travailler avec l'ordinateur, puis chatter, puis... mais ce qu'ils perdent, là, c'est le contact avec l'être humain. Permettez-moi de faire une petite pause. Oui. La suite dans un instant. Vos appareils... On m'a montré à l'écran un appareil avec on dirait pour mesurer les tremblements de terre. Vous trouvez ça drôle? Moi, je trouve ça très drôle parce que c'est un instrument qui n'existe plus. Bien, c'est-à-dire, il y en a peut-être qui travaillent encore avec ça, mais c'était très mécanique. Ça fait au moins 25 ans que ça n'existe plus. C'est remplacé par un système informatisé maintenant, beaucoup plus précis et moins mécanique, entre autres, donc il ne brise pas. Et encore une fois, je disais tantôt, c'est véhiculé par des médias puis qui servent encore. Un film qui est récemment sorti... Ocean 13 avec George Clooney, puis on voit un individu passer un examen polygraphique, un vieil instrument comme ça. Ça n'existe plus. On ne peut pas forcer quelqu'un à passer un examen devant le polygraphe durant une enquête de police. Et est-ce que les résultats ne sont pas présentés au tribunal comme tels non plus? C'est pour l'usage des enquêteurs, pour les orienter. C'est vrai, ça? C'est en plein ça. Le polygraphe sert d'outil d'orientation d'une enquête. Si jamais il est utilisé, il peut être utilisé à différents stades de l'enquête, mais principalement à la fin, lorsqu'on est dans un cul-de-sac, mais surtout avec le consentement de la personne. Et c'est pour ça, puis c'est très bien comme ça, c'est un outil qui oriente l'enquêteur, le spécialiste en polygraphie. Mais principalement, ce qui va à l'intérieur de ça, c'est que nos spécialistes en polygraphie sont avant tout des experts en entrevue interrogatoire. Si jamais il y a un résultat qui démontre que quelqu'un nous ment, c'est un expert, justement, dans les méthodes pour aller chercher une validation du résultat. Parce qu'un test polygraphique est bon quand il est validé. Puis la seule façon de le valider, c'est quand la personne dit « Tu as raison, à su tel point, je n'ai pas dit la vérité. » Votre expertise vous sert maintenant professionnellement, mais c'est plus nécessairement au service de la police. Pour qui vous travaillez? C'est pour le public en général, je vous dirais que principalement, moi, c'est des organismes qui sont gouvernementaux, autant provinciaux que fédéraux. Ça peut être des bureaux d'avocats. Pas l'impôt, toujours. Sans les nommer. Je ne ferai pas d'individualité là-dessus. Ça peut être des grandes firmes d'avocats dans des gros dossiers, des entreprises où il y a des vols à l'intérieur et des compagnies d'assurance qui ont des litiges, c'est-à-dire des réclamations. Un exemple, quelqu'un dit « je fais voler un véhicule ». Des causes de divorce? Non, ça c'est Dis-moi que tu m'as trompé. Non. Ça, je reçois des appels là-dessus assez régulièrement. Je suis pas celui... j'aime mieux pas m'ingérer dans ce style d'examen-là. Est-ce qu'il existe ce que des collègues policiers appellent des estomacs frettes, qui sont totalement insensibles à vos mesures, qui sont capables de mentir sans réagir? J'y crois pas. Je vous parle de façon empirique de mon expérience, là, avec, je sais pas loin de 5000 tests de fait avec ça dans mes derniers 20 ans. Non, parce que si le polygraphiste est bien éveillé, il a une très bonne formation, il est capable d'avoir aujourd'hui, c'est justement ces personnes-là ont pas ce qu'on utilisent des contre-mesures, une façon de vouloir déjouer le fameux instrument, que ce soit au niveau pharmacologie ou autre. Mais quelqu'un qui est totalement déchiré de ses émotions, quelqu'un qui est complètement... une personnalité complètement split, là. Oui.
Mais à ce moment-là, à moins d'avoir une pathologie psychologique, d'avoir un problème vraiment grave, une pathologie de problème psychotique, ça pourrait peut-être arriver, mais c'est très rare. Puis on va le voir, ça veut dire que la personne ne pourra pas, dans notre préambule, avoir de la cohérence dans ses propos. Il n'y aura pas d'examen, ça prend des traitements, il ne viendra pas pour l'examen. Mais quelqu'un qui se déconnecte, j'y crois très peu, parce que la littérature nous dit, un exemple, Ted Bundy, qui est un psychopathe, qui a tué un paquet de femmes, s'est rendu à l'examen puis n'a pas passé. Pourtant, il avait gagé gros là-dessus. Il a gagé ses fesses, excusez les propos. C'est que s'il passait, on évitait la chaise électrique, ce qui n'a pas été le cas. Il a rôti. Il a rôti. Il a rôti. Donc, non, c'est vraiment de plus en plus perfectionné. Est-ce que c'est différent pour un policier de carrière d'enquêter un autre policier avec vos techniques? Est-ce que ça vous donne un fardeau? Ça nous donne un fardeau supplémentaire parce qu'on essaie, comme je disais tantôt, on essaie trop de comprendre ce qui peut amener quelqu'un à poser un geste, mais encore plus quelqu'un qu'on sait qu'il y avait une fonction de responsabilité en qui la société a placé beaucoup, moi je dis tout le temps, beaucoup de respect et d'énergie. Notre société demande à nos policiers d'être intègres, ainsi de suite. Et quand on commence à avoir des doutes sur nos propres policiers, je me dis, ça nous laisse un petit goût amer. Donc, c'est un défi supplémentaire. Mais au niveau de l'approche est toujours la même, tout le temps. Avec l'arrivée des tests d'ADN, avec le perfectionnement de vos techniques d'entrevue et mesures quasiment médicales, oui. Est-ce qu'on devrait avoir espoir que des cold cases vont devenir de plus en plus solvables? Des vieilles enquêtes, des gens qui ont été assassinés il y a 10, 15 ans ou il y a 5 ans, des dossiers morts, des gens comme vous vont arriver dedans avec tout ce que la science nous a fourni depuis quelque temps, puis vont aller chercher des meurtriers? Exactement. Ah oui, on a vu déjà, les grands corps de police ont tous des unités qu'on appelle justement des vieux dossiers ou les cold cases. Et on voit des dossiers qui ont été solutionnés. Mais l'approche, autant au niveau des niveaux techniques qu'au niveau de l'approche humaine qu'on a avec nos méthodes d'entrevue et d'interrogatoire, nous permettent justement d'avancer, et d'avancer beaucoup. On fait des pas, les derniers 10 ans, on a fait des pas de géant. Monsieur Landry, ça aurait pris des heures pour que toute ma curiosité soit satisfaite. Merci, monsieur. Ça fut un plaisir. Au revoir et à demain. Merci.